Donc on va quitter un petit peu le monde des allergies cutanées et des dosages divers et variés pour un peu vous entretenir sur les guidelines de l'asthme. En fait, c'est un titre pour lequel je voudrais vous entretenir sur nos difficultés à prendre en charge l'asthme, alors que c'est une maladie qu'on connaît bien et qu'on pense maîtriser. Alors, ce sont les chiffres de l'OMS de 2019, je ne vous apprends rien, vous le vivez au quotidien. Les patients asthmatiques sont très très fréquents, 37 millions d'asthmatiques en 2019 avec une augmentation qui est attendue en 2023, avec un coût aussi bien sur la santé que sur le coût social des patients asthmatiques. Et de ce fait, un coût pour la population, mais également une mortalité qui reste hélas fréquente et en augmentation, et on va le voir, et un coût pour la santé, un coût économique en argent, mais également un coût en vie humaine et en journée de travail perdue. Quand on regarde l'asthme au fil des années, quand on regarde son incidence, la mortalité entre 2010 et 2019, au lieu d'avoir une diminution de celle-ci, et je parle surtout de la mortalité des patients, au contraire, on a une ascension, une augmentation de 5,4%, ce qui est complètement incompréhensible pour nous praticiens parce que nous avons des médicaments adéquats et nous comprenons normalement, nous sommes censés bien comprendre cette pathologie. Et quand on regarde un petit peu quel est l'effet des médicaments sur la maladie asthmatique, la majorité des patients ne sont pas contrôlés. Seule une toute petite part, c'est tout ce qui est marqué en petit triangle bleu sur ce camembert, on voit bien que la majorité des patients ne sont pas contrôlés. Pour autant, c'est une maladie qui n'est pas récente. Ma foi, c'est une pathologie qu'on connaît bien. C'est une pathologie qui a été largement étudiée, que ce soit sur le plan clinique et physiopathologique, décrite par Hippocrate, avec une entité qui est bien définie par l'INEC, avec un certain nombre de formes cliniques au fur et à mesure des années, et surtout avec une mobilisation internationale depuis 1993, qui a donné issue à des rapports de stratégie mondiale pour la prévention et la gestion de l'asthme que nous connaissons tous, qu'est le GINA. Et donc, le GINA, la première publication, c'était 1995. Et nous avons eu au fur et à mesure des années des updates, des nouvelles guidelines au fur et à mesure des années et au fur et à mesure du fait qu'on arrivait à comprendre de mieux en mieux cette pathologie. Et nous avons donc eu le 2018, le 2019, le 2022 et tout récemment un update en 2023 où vous allez voir avec moi que le traitement va être, la prise en charge du malade asthmatique n'est pas seulement médicamenteuse et qu'au-delà des traitements que nous connaissons, il y a une autre prise en charge. L'asthme est une maladie que nous connaissons bien et qui est clairement définie. Il n'y a aujourd'hui pas de difficulté ou pas de... C'est unanime, la définition est unanime. Elle regroupe des éléments essentiels. L'hétérogénéité de la maladie, on a autant d'asthme que d'asthmatiques. Ce qui sous-tend la maladie, c'est l'inflammation chronique des voies aériennes et qui va, elle, entraîner des symptômes et qui va donc se manifester par la limitation des débits aux EFR. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique hétérogène, mais qui est variable dans le temps. Alors, c'est un schéma que j'aime bien, c'est une diapo que j'aime bien parce qu'elle montre bien que finalement, on peut avoir un patient symptomatique à ce moment-là, je ne sais pas si mon pointeur il marche, et ce patient symptomatique, il va prendre un traitement, en l'occurrence ici un bronchodilatateur, mais en face, en parallèle, on va avoir une augmentation de l'inflammation. Bien, mais dans sa période qui est dite stable, soi-disant stable, où le patient est peu symptomatique, on aura quand même une variabilité et on aura quand même un mouvement de l'inflammation. Et c'est cette stabilité, ce mouvement-là, des symptômes et de l'inflammation, vont le rendre de plus en plus sensible à développer une exacerbation sévère. Ce qu'on fait, ou ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on traitait de manière
chronique, enfin par des traitements de fond la maladie, mais on ne donnait pas le traitement anti-inflammatoire lorsqu'on avait une acutisation des symptômes. Et je pense que là, c'est vraiment une faille dans notre prise en charge. Pourquoi je dis qu'il y a autant d'asthme que d'asthmatiques? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, qu'on peut poser le diagnostic de différentes manières. Et vous savez bien que l'asthme, finalement, ne se résume pas à des symptômes et une EFR. On va poser des diagnostics, on va avoir des symptômes typiques et d'autres atypiques, on va avoir une variabilité dans le temps, une variabilité en intensité, on va avoir un contexte allergique, on peut ne pas avoir de contexte allergique, on peut avoir de l'atopie et pas d'atopie, et puis on peut avoir de l'obstruction comme on peut ne pas avoir de l'obstruction. On peut avoir des facteurs déclenchants divers et variés, et on peut de ce fait se baser sur un certain nombre de critères. Donc tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette diapositive, c'est que finalement, on aura beaucoup d'asthmatiques, et on n'aura pas qu'un asthmatique. Le traitement de l'asthme a bien évolué. Et l'effet et l'impact de la corticothérapie inhalée, c'est-à-dire du traitement anti-inflammatoire, a été documenté. Il a été introduit dès les années 80 sous forme inhalée. Et au fur et à mesure, vous le savez très très bien, on a eu l'adjonction d'un certain nombre de traitements. Mais ce qui est très important à souligner, c'est qu'il n'est aujourd'hui pas question que la corticothérapie inhalée reste donc le traitement de base et de référence de la maladie asthmatique. Et ce qu'on va voir dans les nouvelles recommandations, c'est que la corticothérapie inhalée aujourd'hui n'est pas qu'un traitement de fond de la maladie, mais également un traitement de secours de la maladie. Alors là, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on a une inflammation, et certainement lorsque celle-ci est éosinophile, eh ben, l'impact de la corticothérapie inhalée sur la restauration de la muqueuse est vraiment très important. Et ceci va améliorer les symptômes, va améliorer la fonction respiratoire et donc va éviter les exacerbations d'asthme. Et basé sur ces éléments-là, nous avons eu des guidelines. Ces guidelines ont évolué dans le temps. On a eu des guidelines un peu partout dans le monde. On se base beaucoup, nous, sur le GINA, mais sachez qu'on a des guidelines britanniques, canadiennes, etc. Et toutes les guidelines ont été régulièrement updates. Et l'objectif de ces guidelines sont tous les mêmes, c'est-à-dire permettre de contrôler la maladie, permettre d'éviter les symptômes, permettre d'éviter les exacerbations et permettre d'avoir une fonction pulmonaire respiratoire qui est normale. Attardons-nous un petit peu sur ces guidelines et regardons comment elles ont évolué. Au tout début, en 1985 et jusqu'à 2000, on se basait sur une opinion d'experts, où on se basait pour donner les traitements sur la sévérité de la pathologie ou de la maladie qui est rapportée par les symptômes. Et à partir de 2006, on a commencé à se baser sur des études, sur des Cochrane, sur des evidence-based medicine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense que la force des guidelines est beaucoup plus importante. Ce sont des preuves qui sont tirées d'études de précision et donc qui vont donc nous permettre, c'est une approche scientifique et rationnelle de base. Donc on est censé avoir de meilleures guidelines et donc on est censé avoir de meilleurs résultats. Donc, juste pour dire ici que c'est important pour nous praticiens parce qu'il est impossible, tout simplement impossible, d'aller lire et se documenter de façon régulière et quotidienne pour aller lire tout ce qui se publie au niveau des guidelines. Alors, quand on regarde un petit peu la preuve scientifique, et plus on monte ce qui est de grande qualité, ce qui est valable, c'est surtout les systematic review et les essais cliniques contrôlés randomisés. Et donc aujourd'hui, on classe les évidences, les guidelines en fonction de leur force de recommandation. Les guidelines du GINA, mais également les autres, sont de qualité dans la mesure où elles ont un champ d'application qui est large. Elles participent,
les médecins, les pneumologues, les médecins d'organes, mais également tous ceux qui vont traiter les pédiatres l'asthme sont partie prenante dans l'établissement de ces recommandations. Elles sont applicables parce que parmi les éléments qui sont pris en compte pour mettre en évidence ou pour mettre à jour les guidelines, c'est qu'elles soient applicables dans les différents pays. Et puis, il y a une indépendance éditoriale. Alors, pour prendre en charge l'asthme, comme je l'ai dit au tout début, pour avoir un bon contrôle de l'asthme, on va axer sur deux objectifs. Tout d'abord, éviter les exacerbations, éviter les décès et garder une fonction qui est normale. Et deuxième point, avoir un contrôle qui est basé sur le symptôme. Pour cela, nous avons classiquement deux types de traitements. Des traitements qu'on appelle traitements de fond, c'est-à-dire c'est tout simplement la corticothérapie inhalée comme base à laquelle on va adjoindre les là-bas. Et le traitement de secours, c'est lever l'obstruction puisque le patient est symptomatique parce qu'il a une obstruction. Tout ceci en gérant un certain nombre de facteurs extrapulmonaires pour pouvoir obtenir le contrôle. Et pour pouvoir éviter ces symptômes-là qui définissent un asthme non contrôlé, c'est-à-dire des symptômes diurnes, des symptômes nocturnes, l'utilisation de médicaments de secours plus de 2 fois par semaine, les exacerbations d'asthme et les hospitalisations pour asthme. Alors, pour autant, nous avons des guidelines. Pour autant, on comprend la maladie. Pour autant, on a des actualisations qui sont récentes, 2023. Et pourtant, nous avons toujours un problème dans le maintien du contrôle de la maladie. Clairement documenté par beaucoup d'études. Je vous en propose quelques-unes ici. La relation qu'il y a entre un asthme non contrôlé, ici, non contrôlé par l'ACT, et les exacerbations sévères d'asthme. Il est clair que lorsque là, sur cette partie-là, où l'ACT est supérieur à, j'arrive pas à voir, c'est trop petit, mais en tout cas, dans la deuxième partie, ces patients-là, ils font beaucoup plus d'exacerbations d'asthme, avec des hospitalisations qui sont plus importantes sur cette méta-analyse, et avec un coût pour la santé qui est de loin beaucoup plus important. Donc, nous avons des recommandations, nous avons des médicaments, mais nous avons toujours des patients exacerbateurs et qui sont hospitalisés avec un déclin de la fonction respiratoire, avec une perte sur le volume expiratoire maximal seconde. Sur cette étude-là, on voit très bien que c'est une étude qui a été réalisée, c'est des médecins généralistes qui suivent des maladies asthmatiques. Alors, lors de leur première consultation, 53% des patients déclaraient avoir un asthme mal contrôlé. Donc, ils sont vus par le médecin. Il y a un traitement qui a été adapté et ils sont revus en deuxième consultation. Le taux s'élève à 71% des patients qui restent non contrôlés. Chez les patients qui sont décédés d'asthme, 46% ne collaient pas aux recommandations, c'est-à-dire que ces 46% n'avaient pas de traitement adapté. Bien. Là vient la place de l'inflammation et du contrôle de celle-ci. Et c'est là où on a péché pendant des années, dans la mesure où on a traité les symptômes, c'est-à-dire on a traité le symptôme par les bronchodilatateurs, mais on n'a pas traité l'inflammation lorsque les symptômes s'étaient aggravés. Alors on sait très bien que traiter l'inflammation va permettre tout ceci, avoir un meilleur contrôle, réduire les exacerbations, protéger la fonction et réduire la mortalité. Et cette place centrale de la corticothérapie inhalée, donc elle a déjà été introduite depuis un certain nombre d'années, avec cette prise en charge qui doit être totalement adaptée. Je vous remets ce petit schéma. On voit bien ici que là, sur ce patient-là, c'est un patient qui est sous traitement de fond, bien. Alors, il fait une exacerbation pour une raison X. Eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un traitement, c'est-à-dire on augmentait les bronchodilatateurs de courte durée d'action et on ne donnait pas de corticoïdes inhalés à ce moment-là. Et c'est là où le problème, je pense, où on avait du mal à prendre en charge les malades, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à l'exacerbation sévère, où là, facilement, on indique la corticothérapie orale. Donc, qu'est-ce que les guidelines nous disent? Est-ce que les guidelines ne répondent pas à nos connaissances et à notre sens clinique?
on le fait à notre sens clinique sur l'intérêt de la corticothérapie inhalée. On va regarder un petit peu ce qu'ils disent. Je vais commencer par vous montrer le GINA 2018. Ici, le GINA 2018, avec toujours cette stratégie de diagnostiquer, de traiter, d'évaluer et puis d'ajuster le traitement. Mais regardez ce qu'on faisait. On donnait donc sur le step 2, on commençait, ou le palier 2, la corticothérapie avec une faible dose. Et lorsque le patient faisait des signes, eh ben, on lui proposait de prendre un bronchodilatateur de courte durée d'action. Et à partir du step 3, et dès 2018, on donnait le SABA, mais on pouvait également proposer, là aussi, une faible dose de corticothérapie inhalée, et ceci dès 2018. Sur le GINA 2022, sur les 2 tracts, je pense, qui ont été largement... Je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a l'intérêt ici de la corticothérapie inhalée dans le traitement de secours et dans le traitement de fond. Et donc, dès le palier 1 et 2, il est intéressant d'adjoindre une corticothérapie inhalée dès que le patient est symptomatique au besoin, associé à un bronchodilatateur, là en l'occurrence le formotérol. Mais sur le deuxième tract, on voit bien ici que même le step 1, c'est-à-dire des patients chez qui on ne va pas donner des corticothérapies inhalées au long cours, on va leur proposer ce traitement au besoin, même s'ils prennent le bronchodilatateur de courte durée d'action. Et les autres guidelines vont plus ou moins dans le même sens, mais réellement pas tous. Les Britanniques, sur une mise au point de 2019, quand le diagnostic... Alors les Britanniques, ils sont assez pragmatiques en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils testent et ils voient. Donc ce qu'ils font, c'est que dès qu'on a le diagnostic, ou lorsqu'on va évoluer en premier lieu un patient asthmatique, on va considérer sa mise sous corticothérapie inhalée low dose, et puis on va évaluer en fonction de son évolution, est-ce qu'on va la maintenir ou pas. Mais les Britanniques considèrent toujours soit un bronchodilatateur, un SABA au besoin, éventuellement une corticothérapie inhalée. Les Espagnols, quant à eux, restent quand même assez classiques dans le step 1 où ils proposent soit un bronchodilatateur de courte durée d'action ou bien une association, et là, ils ne font pas de distinguo. Soit on va donner une ICS formotérol ou bien un ICS, une corticothérapie inhalée au salbutamol. Et par rapport, plus on avance en palier, plus on va rajouter la corticothérapie inhalée et le LABA, et puis pareillement, on va proposer la corticothérapie inhalée avec le bronchodilatateur, que ce soit le SABA ou bien l'ICS formotérol. Ici, ce sont les recommandations françaises remises en 2021, où là, ça part de temps en temps, je m'excuse. Alors, où là aussi, ils vont garder une stratégie, je dirais, classique, avec un traitement de fond maintenu et le SABA. Et ils gardent là aussi une petite fenêtre, une petite porte ouverte pour le traitement de secours qui est associé à une corticothérapie inhalée. Bon, je passe, c'est plus ou moins la même chose. Et puis, ce beau papier, ce sont les recommandations saoudiennes de 2021. Alors, où les Saoudiens ont une autre approche. Ils vont faire cette approche en 2 temps. Un temps d'initiation, on va initier le traitement, et le deuxième temps, ils vont l'évaluer et puis revoir le traitement en fonction de celle-ci. Ils vont se baser sur l'ACT, ils vont donner le traitement en fonction de l'ACT. Soit si on a un ACT supérieur à 20, et donc ils préconisent soit ICS formotérol au besoin, ou alors une corticothérapie inhalée au long cours dans des situations spéciales, soit alors, dès qu'on passe au step 2, on va associer le corticoïde inhalé comme SABA, comme traitement de secours. Et puis, l'ajustement du traitement se fera au bout de 3 mois en fonction de l'évolution du patient et de ses symptômes. Bien. Et donc ici, regardez avec moi ce tableau où on a beaucoup de guidelines, où on a chaque guidelines a finalement une attitude. Tous s'accordent à dire que l'objectif est d'avoir le contrôle et d'avoir peu de symptômes et pas d'exacerbation. Mais finalement, pas tous ne se prononcent, ils ne se prononcent pas tous sur l'intérêt de la corticothérapie d'inhalée comme traitement de secours. Est venu donc finalement le GINA 2023, il y a je pense 2 mois, où finalement on peut se dire c'est plus ou moins la même chose, toujours au palier 1, palier 2, avec traitement préféré ACS formotérol, avec traitement de secours ACS formotérol, etc.
Sauf que le GINA 2023 introduit une autre dénomination. Il va introduire les traitements de secours anti-inflammatoires. Et donc à ce moment-là, on passe à des patients qu'on pourra mettre sous SABA et ACS au besoin, c'est-à-dire le salbutamol plus une corticothérapie inhalée au besoin. Et donc on ne va plus rester sur un seul type de médicament. Donc, nous avons une prise en charge de l'asthme ne se résume finalement pas à une prescription médicamenteuse. Vous avez vu que nous avons des médicaments qui sont efficaces. Nous avons des patients, et nous comprenons très très bien. Cette attitude du GINA actuellement, quand on pose la question à nos collègues praticiens, ce sont des choses qu'ils faisaient déjà avant. Et je pense que bon nombre de collègues vont être d'accord avec moi. Même avant le GINA, on disait aux patients, augmente ta charge thérapeutique quand tu es en période d'exacerbation, en traitement de fond. Et donc là, le traitement, la prise en charge de la maladie asthmatique ne se résume pas à une prescription médicamenteuse. Et là, regardez clairement, le patient asthmatique, il ressent sa maladie lorsqu'il est symptomatique, c'est-à-dire lorsqu'il est gêné, lorsqu'il tousse, lorsqu'il a de l'oppression, lorsqu'il a des sifflements. Mais même quand il n'est pas gêné, il y a une inflammation chronique et il y a de l'hyperréactivité bronchique non spécifique. Et la difficulté est celle-là. Comment allons-nous prendre en charge un patient qui n'est pas symptomatique et qui ne ressent pas ces symptômes? C'est là la difficulté de la prise en charge du patient asthmatique. De plus, je l'ai déjà dit, il n'y a pas un asthme et il y a des asthmes. Et je pense que quand on pose le diagnostic d'un asthme et qu'on phénotype la maladie asthmatique, il faut se mettre autour d'une table avec son patient et lui expliquer ce qu'on attend du traitement. Est-ce que notre traitement va être efficace ou pas? Est-ce qu'on pourra totalement contrôler la maladie asthmatique ou pas? Et un autre élément qui est très très important et qui a été largement étudié, c'est la perception du patient asthmatique. Et vous êtes d'accord avec moi, on a des patients qui ne vont pas percevoir leurs symptômes, c'est-à-dire qui vont se dire qu'ils ne vont pas reconnaître les symptômes. Ils ne se sentent pas gênés et pour autant, ils le sont. Et donc sur cette étude-là, il y a bien que 25% des patients qui sont stables, ils vont percevoir des symptômes qui n'existent pas et donc ils vont surutiliser les médicaments, surutiliser les bronchodilatateurs de courte durée d'action, surutiliser les corticoïdes oraux. Et là aussi, de l'autre côté, il y a des patients qui sont stables et qui vont plutôt sous-estimer leurs symptômes. Et c'est là la difficulté de perception de part et d'autre par un asthmatique. Donc on a des asthmes qui vont surconsommer et des asthmatiques qui vont sous-consommer les traitements. Quand on essaie de vérifier ça de façon plus scientifique, je dirais, chez ces patients-là, on leur pose la question, pensez-vous que votre asthme est bien contrôlé ou non contrôlé? 53% d'entre eux vont dire non, moi mon asthme il est bien. Je suis bien contrôlée, je ne fais pas de symptômes. Et quand on évalue réellement la maladie, 72% d'entre eux ont un asthme non contrôlé, 7% sont partiellement contrôlés. Finalement, seuls 21% sont réellement bien contrôlés. Alors, ici, là, quand on va plus loin dans l'interrogatoire des patients, il te dit « Oui, moi, mon asthme est bien contrôlé. » Mais quand on pousse avec eux les choses, les questions, il dit « Bon, tu es bien contrôlé, ok. Mais finalement, prends-tu le traitement de secours ?» Oui, je prends les traitements de secours. Finalement, je prends 65% disent « Oui, je prends des traitements de secours plus de 2 fois par semaine. » Donc, ce ne sont pas contrôlés. Ou alors, êtes-vous réveillé la nuit par votre asthme? 57% des patients te disent « Oui, je suis contrôlé, mais je me réveille au moins 1 fois par semaine pour mon asthme. » Donc finalement, les patients ne comprennent pas cette notion de contrôle telle que nous la percevons nous. Et la relation donc entre la présence des symptômes et les exacerbations a clairement été établie sur des études anciennes et sur des études récentes. Là, la relation, quand on a un ACT qui est inférieur à 17, le risque d'exacerbation est beaucoup plus élevé que quand on a un ACT à 20, par exemple. Deuxième problème des patients asthmatiques, c'est l'adhérence au traitement, c'est l'observance.
Alors ici, ce sont des études qui sont anciennes. J'ai mis des études anciennes, pourquoi? Pour vous montrer tout simplement que cette notion n'est pas récente. Quand on a pris cette belle étude, on a mis les patients en cluster. Le cluster 1, ce sont des patients qui sont porteurs de maladies chroniques, en l'occurrence ici de l'hypertension artérielle, le diabète. Le cluster 2, c'est le reflux et les pathologies neurologiques. Et le cluster 3, c'est les patients qui ont des pathologies respiratoires et qui sont censés être sous corticothérapie inhalée au long cours. Ben regardez, nos patients asthmatiques sont les plus mauvais observants. Ce sont ceux qui sont les moins observants. Et ça a été également revérifié sur une autre étude allemande où on voit bien que dès les premiers mois de la prise thérapeutique, les patients arrêtent de prendre le traitement. Finalement, dès qu'ils se sentent mieux, ils arrêtent de prendre le traitement. Et donc, cette mauvaise adhérence au traitement est clairement l'un des éléments les plus importants qui expliquent les résultats cliniques que nous avons aujourd'hui chez les patients asthmatiques. Deuxième élément, le type de traitement qu'on donne. Nous ne donnons pas des comprimés, nous ne donnons pas des sirops, nous donnons des sprays. Et quand on donne un spray, fatalement, il faut qu'on s'assure que mon patient sache utiliser correctement ce spray-là. De plus, on en a de plus en plus, différentes formes, différentes façons de l'utiliser. Et là aussi, ça déstabilise énormément nos patients. Clairement, il a été clairement établi que si mon patient est observant et s'il sait utiliser son médicament, j'ai un bon contrôle. Mais lorsque mon patient n'est pas adhérent, ne sait pas utiliser les médicaments, fatalement, il aura un mauvais contrôle. Donc je pense qu'il y a également une action à entreprendre dans le choix des devices que le patient va utiliser et dans l'apprentissage de la technique d'inhalation. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes pour pouvoir évaluer l'adhérence au traitement, comme le TAI, qui permet ainsi de voir si mon patient est compliant et adhérent à son traitement. Et puis, il y a le choix du patient. Qu'est-ce que mon patient préfère finalement? Quel est le device qu'il va préférer? Ici, c'est une belle étude qui a essayé d'aller plutôt questionner les patients et leur demander finalement, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt pour réduire les exacerbations ou contrôler vos symptômes? Et regardez, les réponses sont complètement différentes, mais beaucoup préfèrent la réduction des symptômes, c'est-à-dire ce sont des gens qui préfèrent vivre au quotidien de manière correcte. 46% priorisent le contrôle des symptômes plutôt que la réduction des exacerbations. Quand on va aller voir un petit peu sur cette enquête, quelles sont les raisons pour lesquelles le patient n'est pas adhérent ou n'est pas observant? C'est une étude de 2021, donc c'est une grosse enquête. Il y a un certain nombre de critères et d'éléments qui sont sortis. Au-delà du niveau socio-économique et de l'accessibilité au traitement, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a la représentation de la santé et la relation qui existe entre le patient et son médecin. Aujourd'hui, nos patients veulent être complètement acteurs de leur choix thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils choisissent avec vous quel traitement ils voudraient prendre et quel device ils devraient utiliser et quel rythme ils devraient prendre. Et là, on est vraiment, je ne sais pas pour vous, mais dans la consultation aujourd'hui, surtout chez les jeunes asthmatiques, ils te disent « mais moi je ne comprends pas, si moi je suis bien, je n'ai pas de symptômes, pourquoi vous voulez m'obliger à prendre un traitement le matin et le soir, tous les jours de ma vie? Le matin je dois prendre mon spray et le soir je dois prendre mon spray. » Et finalement, quand tu les écoutes, ils n'ont pas tort. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent le traitement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment bien expliquer à nos patients asthmatiques que, c'est une maladie chronique, que, c'est une maladie qui est récurrente et variable dans le temps, et que, 2, ils doivent être acteurs de leur prise en charge, et qu'à eux de voir effectivement de choisir et de se mettre d'accord quel traitement ils vont prendre et quel type de traitement ils vont prendre. Et c'est là où c'est important cette introduction de la corticothérapie inhalée au besoin.
Autre chose également, il y a toujours, hélas, cette crainte des effets secondaires et cette corticophobie, même aujourd'hui, elle est toujours présente. La présentation du médicament pose encore des problèmes dans cette étude, où là aussi, le nombre de devices, comment ils sont présentés, et la difficulté par voie d'utilisation empêche un petit peu l'adhérence de traitement. Et bien sûr, les professionnels de santé, là aussi, ils sont incriminés dans la mesure où ils n'expliquent pas à leurs patients leur stratégie de traitement du début jusqu'à la fin. On va dire, on va commencer le traitement, il faut qu'on voit ce que ça donne sur les symptômes et réévaluer ensemble au fur et à mesure. Et puis, il y a le médecin. Et on demande aux médecins, aux praticiens, à l'asthmologue, comme ça on est bien d'accord, de confirmer l'asthme, de phénotyper la maladie, d'évaluer les facteurs aggravants, de donner un traitement adapté, d'évaluer l'efficacité du traitement et d'ajuster son traitement. Au départ, c'est uniquement ce qu'on demandait aux médecins de faire et c'est ce qu'on faisait dans notre consultation et on s'arrêtait là. Or, il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, il faut l'informer sur sa maladie, il faut expliquer les différents traitements, leur mode d'utilisation et quand est-ce qu'il devrait prendre tel ou tel traitement. Il faut éduquer et réévaluer. Et puis, il faut s'adapter à la variabilité de la maladie. Tout ceci sera fonction d'un certain nombre du profil de patients. Certains patients refusent cette maladie, de la volonté des patients d'être acteurs dans leur choix de traitement et de l'évolution des suivis, des moyens de suivi. Je vous invite à avoir aujourd'hui, beaucoup de nos patients sont très geeks, ils sont très connectés et ma foi, on peut utiliser beaucoup de ces moyens-là pour essayer déjà de les éduquer dans la mesure où ils vont bien savoir, ils vont ressentir qu'effectivement il y a des symptômes, il y a une diminution de leur débit expiratoire de pointe et que c'est le moment d'aller prendre les traitements. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant l'évolution des choses. Et finalement, pour conclure, et je remets cette diapositive pour vous dire que finalement, la prise en charge de l'asthme n'est pas uniquement les symptômes, ce n'est pas uniquement les exacerbations, ce n'est pas uniquement suivre la fonction respiratoire, c'est prendre un patient dans sa globalité et essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas? Parce que, in fine, les traitements sont efficaces quand on se base sur la corticothérapie inhalée, sauf bien évidemment pour des cas bien particuliers, mais en général, la corticothérapie inhalée, associée ou non au LABA, est censée être efficace pour la grande majorité des patients. Et je vous remercie.